Après-midi à tous. On voit que c'est bientôt la fin de l'édition 2025 de ces JH2T. Alors, on a une dernière table ronde sur les bénéfices socio-économiques pour les territoires. Je vous présente rapidement nos intervenants. Je vais commencer par mon voisin, donc Corentin Bonnefoy, qui est analyste à Aura Entreprise, c'est l'agence de développement économique. Dans un instant, il nous présentera une petite étude locale qui permettra d'amorcer effectivement ce débat. Nous avons également Rémi Bigeot, qui est directeur technique immobilier pour l'Actipark Sillon-Alpin. On dit SLS Actipark d'ailleurs. Voilà, c'est un parc d'activités écologique qui mise sur les énergies renouvelables. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Nous avons rajouté à ce panel un acteur régional, HRS, qu'on ne présente plus, fabricant de stations, et qui bien sûr pourra donner un panorama de ce qu'il fait en France et dans d'autres pays également. Et puis, Monsieur Études de chez France Hydrogène, Jean-Baptiste Mossa. Alors en parlant d'études, justement, on va commencer par une étude qui a été faite sur la filière régionale de l'hydrogène. Je vous laisse le soin, Corentin, de nous la présenter. Vous avez une petite zapette et en principe, les slides vont suivre aussi. Exactement. Cette étude a été réalisée par le pôle intelligence économique et territoriale de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, en partenariat avec les pôles de compétitivité Accélera, Tenerdis et Cara. On a travaillé également avec la région et avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement pour analyser le tissu économique régional de la filière hydrogène bas carbone à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, le premier élément que l'on a remarqué, c'est qu'on a un tissu économique assez dense sur le territoire avec 285 entreprises et 304 établissements sur l'ensemble du territoire, avec une concentration des acteurs sur le Rhône, 48% des acteurs, avec 144 établissements. Le deuxième pôle d'activité majeure sur le territoire, c'est l'Isère, avec 19% des établissements. Et ensuite, on a plusieurs pôles d'équilibre, notamment en Haute-Savoie, avec 26 établissements, dans le Puy-de-Dôme avec 16 établissements, et dans la Loire avec 17 établissements. Au niveau des spécialistes de la filière, on remarque que l'on a une concentration des emplois aussi dans le Rhône, avec 1048 emplois dans le Rhône et 250 emplois en Isère. À l'échelle régionale, on a donc 1650 emplois directement impliqués dans la filière hydrogène sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a 6 grands acteurs de l'hydrogène en région. Donc on a Attaway, qui est basé au Bourget-du-Lac en Savoie. On a GCK, qui est basé dans le Puy-de-Dôme. On a HRS, qui est en Isère à Champagné. Ensuite, on a Illico, qui fait du rétrofit de poids lourds à Saint-Priest. On a Rov2, qui est plutôt sur les bouteilles hydrogène. Et ensuite, on a la Gigafactory de Symbio à Saint-Fond, qui est le gros projet hydrogène en région depuis maintenant 2 ans. En ce qui concerne la chaîne de valeur, on a l'ensemble des composants de la chaîne de valeur à l'échelle régionale. Donc on a 123 cabinets de conseil, d'ingénierie et de bureaux d'études. On a 108 établissements qui sont positionnés aussi sur des activités de fabrication. Ce qu'on remarque de manière assez globale et assez macroéconomique, c'est qu'on a de plus en plus d'établissements qui se positionnent sur la filière hydrogène, notamment en sous-traitance. Sur les activités de contrôle, mesure et test, par exemple, on a plus 48% d'établissements par rapport à 2022. On a une augmentation assez forte aussi sur l'installation et la mise en service d'équipements de stockage et de distribution d'hydrogène à l'échelle régionale. Au niveau des grands domaines d'expertise, on remarque que la production hydrogène est un maillon de la chaîne de valeur qui est réalisé par 177 établissements, donc quasiment 2 entreprises sur 3 en région. Ensuite, on a les expertises autour de tous les véhicules hydrogène, donc que ce soit les piles à combustible, les réservoirs, les moteurs à combustion, les systèmes de ravitaillement et de distribution. On a une véritable spécialité en région et spécificité sur ces technologies de véhicules hydrogène. On a également 115 acteurs qui sont spécialisés sur les infrastructures de transport et de distribution. Et enfin, on a de plus en plus d'acteurs qui se positionnent sur des usages pour l'industrie,
notamment pour les marchés de la chimie, du raffinage et de la métallurgie. Justement, au niveau des marchés d'application, on constate que pour la mobilité, les principaux marchés d'application sont les camions et les poids lourds. Ensuite, on a tout ce qui peut être véhicules légers, véhicules utilitaires, transport public, bus et cars. Et on a un marché qui émerge de plus en plus, c'est le marché du off-road, avec les engins de chantier, tous les usages aéroportuaires, les chariots élévateurs. On a de plus en plus de piles à combustible qui sont intégrées sur ces engins, parce qu'on a des technologies qui sont de plus en plus matures sur ces marchés. Et enfin, on a quelques marchés qui se développent aussi, donc l'industrie maritime et nautique, l'aéronautique, le transport ferroviaire. Et enfin, on a un marché qui se développe de plus en plus, donc ce sont les e-fuels à l'échelle de la région. En ce qui concerne les marchés industriels, donc on a deux marchés principaux en région. Donc on a le raffinage pétrochimie avec 81 établissements et la chimie avec 78 établissements. Par ailleurs, donc on a la métallurgie sidérurgique, un grand marché d'application pour les acteurs de l'hydrogène. On a l'industrie du ciment et enfin on a l'agriculture et l'engrais qui se développent de plus en plus, mais ça reste pour l'instant un marché d'application mineur pour l'hydrogène. La région Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement a créé un baromètre de production hydrogène à l'échelle de la région, visant justement à anticiper les capacités de production sur l'ensemble du territoire. Donc on constate à l'heure actuelle qu'on a 4 MWh de production sur le territoire et on va avoir une augmentation progressive de l'ensemble des productions hydrogène, notamment en lien avec le projet Élysée Énergie de fabrication d'e-fuels sur la plateforme chimique des Roches-Roussillon dans les prochaines années. On aura également l'installation du site LIFE donc au Sheila sur la fabrication d'hydrogène vert. Et donc à horizon 2030, on sera à environ 130 MW de production sur le territoire et à horizon 2035, on devrait atteindre 332,50 MW. Pour conclure, donc, la région se positionne aussi sur la densification du maillage de stations à l'échelle de la région. Donc, actuellement, on a 7 stations installées et à horizon 2027, donc la région devrait accueillir 20 stations sur son territoire avec un maillage complet de l'ensemble du territoire, que ce soit en Ardèche, dans la Drôme, dans le Puy-de-Dôme, dans l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie ou le Rhône. Voilà. L'ensemble des informations présentées dans cette étude donc, sont disponibles sur notre plateforme d'intelligence économique. Donc vous pouvez directement scanner le QR code ou vous pouvez vous rendre directement sur notre site d'intelligence économique donc, de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Vous pouvez accéder à la publication ainsi qu'à une cartographie dynamique des acteurs. Donc vous pouvez filtrer les acteurs par expertise, positionnement sur la chaîne de valeur, marché d'application et localisation sur le territoire. Merci Corentin pour cette étude. Jean-Baptiste Mossa, vu de France Hydrogène, quel regard vous portez sur ce document ? Alors, bonjour à tous. Bien évidemment, on est très heureux de pouvoir constater la façon dont les projets hydrogène se matérialisent dans les territoires. Et bravo pour cet exercice à la région. On reste persuadé que la filière continue à avoir besoin de montrer la façon dont elle se développe et à quel point elle peut être concrète. C'est pour ça qu'on a mis en place au sein de France Hydrogène des indicateurs clés de développement de la filière, qu'on maintient régulièrement une base de données sur les projets existants, sur l'ensemble des déploiements. Et si vous êtes intéressé de passer à l'échelle du dessus, donc vous avez l'analyse régionale extrêmement poussée et très bien faite qui vous a été donnée là. Et on a un panorama des déploiements en France qui vient de sortir, qui pourra vous donner aussi une image un peu plus globale. Et ce travail de maintien à jour de la base de données, de l'ensemble des déploiements, des projets en cours, et le fait d'être capable de le retransmettre ensuite à un niveau européen, par exemple à l'Agence internationale de l'énergie, c'est un des cœurs d'activité également de France Hydrogène, de façon à être capable de nourrir les pouvoirs publics quand ils souhaitent avoir le potentiel d'une filière ou quand ils souhaitent évaluer l'impact d'une mesure d'accompagnement qui pourrait être mise en place. Donc ce travail, il vient enrichir, il vient compléter tout ce que nous, on ne peut pas faire à ce niveau de granularité. Et donc félicitations à nouveau pour ce travail.
Olivier Dez, vous êtes cité dans ce document, bien sûr. Mais on imagine que vous connaissez bien cette filière, mais est-ce que vous avez appris des choses Oui, j'ai appris qu'il y avait. J'étais pas au courant qu'il y avait autant d'entreprises qui travaillaient dans l'hydrogène. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Après, on savait que la région Auvergne-Rhône-Alpes est quand même une région qui contient beaucoup d'entreprises dans l'hydrogène et surtout dans la partie mobilité. Donc ça, c'est pas une découverte, mais je pense que la région Auvergne-Rhône-Alpes est aussi une grande région de développement de technologie. Donc ça va dans le sens, l'hydrogène est aussi fait partie des développements technologiques depuis plusieurs années. Alors, il y a des acteurs qui se rajoutent au fur et à mesure. Je n'ai pas fait attention si Opium était cité dans l'étude. Normalement, oui. En tout cas, ça montre, Jean-Baptiste Mossac, qu'il y a des entreprises qui peuvent parfois connaître des fortunes diverses, mais qui restent dans la course et viennent agrémenter le tissu industriel. Oui, exactement. Je pense que tout le monde est au courant des soubresauts, des difficultés que peut connaître la filière. On a aussi de très beaux exemples de relocalisation, le projet HDF à Blanquefort, le projet Kérosène au Havre, où on voit que des zones dans lesquelles des difficultés industrielles précédentes ont pu être transformées en succès. Je pense que c'est un élément global au niveau de l'industrie en France. On est au niveau de l'industrie lourde, on est en compétition très très forte avec le reste du monde. Ce sont des industries à faible marge qui ont besoin de se moderniser, de réinvestir. Et véritablement, l'hydrogène, la décarbonation, c'est une opportunité pour ces sites anciens qui nécessitent un accompagnement, c'est sûr, mais une opportunité véritable si on veut se transformer et un des axes de compétitivité fortement évoqué par des grands noms comme Olivier Luancy ou Mario Draghi dans leur rapport respectif sur la réindustrialisation de la France et la compétitivité européenne. Olivier Dez, l'entreprise HRS évolue et d'ailleurs il y a eu une nomination récemment pour justement accompagner la transformation de cette entreprise. Oui, tout à fait. HRS aujourd'hui, donc on a eu une phase d'accélération depuis 2020, puisqu'on est passé d'une société qui était 30 personnes à 130 personnes. Et aujourd'hui, comme il a été dit, le marché de l'hydrogène et l'économie de l'hydrogène se transforment. Et donc aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase qui est la transformation et pouvoir accompagner et en tout cas anticiper la future croissance, parce qu'on y croit tous. Donc aujourd'hui, HRS, c'est une anticipation pour pouvoir demain relever les nouveaux défis qui vont arriver dans l'accélération de cette filière et l'accélération et le développement de la mobilité. Et on le rappelle, donc une zone où il y a de l'innovation, du test. Vous faites directement l'innovation et la production au même niveau. Oui, chez HRS, en 2022, on a construit un nouveau site. Donc un site de production, on a 10 000 m² de capacité de production pour les stations hydrogène et on l'a accompagné d'une zone d'essai. Donc on a 2500 m² dédiés au test et au développement, qui est quelque chose de très important puisque quand on développe des nouveaux produits, de la nouvelle technologie, il faut pouvoir le qualifier et le valider avant de mettre ça sur le marché et de pouvoir accompagner après nos clients dans le déploiement. Merci. On va prendre un autre exemple qui reste régional. On va en parler avec vous, Rémi Bigeaud. Présentez-nous ce parc d'activités qui se situe donc en Isère. Oui, donc SLS ActiPark, c'est un parc d'activités situé dans la vallée du Grésivaudan, donc à équidistance entre Grenoble et Chambéry. Et qu'on a, il a été construit sur l'ancienne friche Ascométal qui a fermé en 2015, qui a été une aciérie, et qui aujourd'hui, depuis 2017, réaccueille 50 entreprises et a permis l'implantation de 350 emplois. L'objectif étant de finaliser la réhabilitation du site et d'arriver à terme à 500 emplois. C'est un site qui a pas mal d'avantages et qui notamment dispose d'une connexion ferroviaire qui a été réhabilitée dans le cadre de l'installation de l'entreprise Alstom il y a maintenant 4 ans. Et on a également une forte puissance électrique disponible et dont la source est de l'énergie verte puisque une grande partie de l'énergie provient de l'hydroélectricité.
Depuis quasiment le démarrage, il y a une forte volonté aussi de créer un parc à vocation verte et sociale. Et notamment, donc je vous montre quelques photos de la réhabilitation qu'on a réalisée. Donc, on peut voir les anciennes fosses, par exemple, de la scierie et la transformation des divers bâtiments. Et donc, on a une forte volonté de développer les énergies vertes. Et aujourd'hui, le site est à énergie positive. On produit plus d'énergie qu'on en consomme sur l'année. Et c'est notamment permis par l'installation de nombreuses centrales photovoltaïques en toiture, de plusieurs types. Donc, on a des centrales en toiture, on a des ombrières, on a aussi un tracker photovoltaïque. Et on a aussi, il y a quelques années, installé une éolienne. On a plus de nouveaux projets, notamment, donc, comme ça a déjà été cité, donc, le projet de l'usine Life qui est en cours de construction pour la production de 2 à 4 tonnes d'hydrogène vert. Et on avait également eu l'entreprise qui malheureusement n'existe plus, qui est Sylphen, qui développait son modèle de batterie lithium-hydrogène sur le site et qui avait son prototype sur notre site, qui malheureusement n'existe plus. Et donc, on est également en cours de développement d'une centrale photovoltaïque au sol de un peu moins de 10 MW crête, qui permettra notamment d'alimenter l'usine d'hydrogène en électricité verte. Et depuis l'année dernière, on accueille aussi l'entreprise Heliop qui a fait son inauguration la semaine dernière et qui développe un prototype de panneau photovoltaïque léger qui fait 5 kg comparé au panneau classique et qui entre en production, qui est entré en production depuis le début de l'année sur notre site. On a votre vidéo également. Alors c'est une vidéo très courte, hein, si on peut nous la projeter, merci. Bientôt la saison 2. Il n'y a plus désagréable hein, comme site pour des conditions de travail, on va dire. J'ai pas entendu, excuse-moi. J'ai dit il n'y a plus désagréable comme site pour les conditions de travail. C'est quand même ça a l'air plutôt accueillant. Oui, c'est un joli terrain de jeu. C'est pas simple tous les jours, mais ça permet de développer des projets innovants et intéressants et qu'on ne voit pas forcément partout en France, quoi. Et là, du coup, les équipes de Live sont en train de prendre possession du site ? Oui, le site est toujours en construction. Donc, la phase de génie civil est quasiment terminée. Maintenant, reste la place de l'implantation des équipements et puis après toute la phase de mise en marche. Les équipes sont à pied d'œuvre en ce moment sur le site pour mener à bien le projet, pour un démarrage au cours de l'année prochaine. Jean-Baptiste Mossa, qu'est-ce qu'on peut dire sur Live ou en tout cas ces acteurs qui deviennent des pure players et qui se positionnent sur un créneau qui restait à prendre, qui est celui de l'hydrogène vert? Très très gros sujet là, je ne sais pas combien de temps on a. Aujourd'hui, tout à fait, le fait d'être un pure player, c'est un avantage. Le fait de gagner en taille, c'est un avantage. Le fait de se diversifier à l'international, c'est presque une nécessité, j'aurais envie de dire. Les conditions françaises sont assez particulières. Alors, on est France Hydrogène, on défend la filière française avant tout. Mais force est de constater que économiquement et sur les dernières années, ça n'a pas été facile. Donc la diversification est une façon de pouvoir limiter les risques. Life, on est un très bel exemple qui est implanté dans plusieurs régions de France et dans plusieurs pays.
On a vu certains acteurs commencer également à se déployer à l'international de façon très forte aujourd'hui. Il y a de belles opportunités. HRS pourrait en parler, je crois. Il y a certaines choses qui sont peut-être un peu confidentielles et d'autres qui sont très belles à venir. Voilà, je peux en dire beaucoup plus, mais en tout cas, un exemple à suivre pour nous. Et pour vous, Olivier? Oui, je pense que ce qui a été dit est vrai. Aujourd'hui, si on veut pouvoir continuer dans cette filière, il faut s'internationaliser. C'est une nécessité parce que on voit que la mobilité, ce qui a été dit au début, la mobilité hydrogène met un peu plus de temps que prévu à décoller. Donc pour des gens comme nous qui sommes aussi des pure players de la station, on est obligé d'aller chercher des projets à l'international. Et puis ça permet aussi de se confronter à autre chose et d'arriver aussi à montrer que la filière française a certains atouts. Mais voilà, donc aujourd'hui, HRS, on est implanté bien sûr en France, mais en Espagne, au Portugal, en Angleterre, en Italie et puis en Arabie Saoudite. Donc ça, c'est le début de l'internationalisation et on a aussi des futurs projets en Europe, des gros projets comme par exemple une station pour une flotte de 100 bus qui sera opérationnelle mi-2026. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, pour ce qui a été dit aussi dans les autres tables rondes, c'est une nécessité pour les acteurs français pour pouvoir continuer à avoir de la croissance. Jean-Baptiste Messin, on se souvient de cette fameuse enquête BDO qui a été faite sur l'ensemble de la filière au niveau français. Alors évidemment, le ralentissement fait que certains des chiffres seront peut-être à revoir. En tout cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire émerger des champions durables au sein de cette filière? Oui, alors si je peux, je vais rappeler quelques chiffres de cette étude BDO pour les gens qui les ont peut-être pas en tête. Une étude extrêmement intéressante, alors pardon, désolé de l'autocongratulation, réalisée avec le cabinet d'analyse BDO, réputé sur le sujet et qui a développé une méthode d'analyse robuste. Un exercice réalisé auprès de 200 entreprises et près de 120 projets, de façon à pouvoir évaluer l'impact de la filière aujourd'hui et comment est-ce qu'on pourrait se projeter à terme en 2035. Absolument pas dans un exercice de boule de cristal, plutôt comme une carte postale du futur qui nous serait envoyée pour nous dire si l'accompagnement est au rendez-vous, voilà ce que ça va représenter matériellement. Et donc d'être capable de quantifier auprès des pouvoirs publics, auprès des acteurs, ce que représenterait cette filière et son intérêt. En 2023, donc puisque au moment où ont été faites les analyses, la filière représentait 16 000 emplois équivalents temps plein, on va dire, dont 6 000 emplois directs, et 1 milliard de PIB. Alors le PIB, c'est peut-être pas une notion à laquelle les gens sont habitués quand on parle d'entreprise et quand on parle pas d'un pays, mais pour faire simple, c'est l'ensemble de la valeur créée par l'entreprise. Donc la valeur créée par l'entreprise, c'est son bénéfice net par exemple, ce sont les taxes et impôts qui vont être payés au niveau de l'État et ce sont les salaires qui sont versés aux salariés. Et donc tous ces éléments-là constituent la valeur d'une entreprise. Pour ceux qui sont habitués à la comptabilité, c'est le chiffre d'affaires moins les achats de matières et de produits. Donc c'est véritablement ce qu'on vient créer en plus en transformant par le travail de l'entreprise. Donc 1 milliard déjà de PIB en 2023. On a été surpris de ce chiffre. Quand on ajoute des cailloux, on arrive à faire des belles falaises. Et puis, quand on se projette à 2035, avec une enquête réalisée auprès des entreprises, des interviews, cette méthodologie qui permet d'aller voir quels seront les effets indirects également en termes de consommation, en termes d'achat de la part des salariés qui auront reçu un salaire, bien évidemment en termes de production directe, on arrive à 13 milliards de PIB, dont 7 milliards directs, donc 6 milliards indirects, et 66 000 emplois, dont 22 000 emplois directs. Donc des chiffres significatifs. On est à peu près un quart des emplois sur la production, les 3/4 sur les usages, et la mobilité qui représente 50% des emplois à horizon 2035. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous les acteurs de la mobilité qui peuvent subir des retards ou qui peuvent se demander
quel est le bon levier d'accompagnement et quelle est l'impulsion, la volonté qui permettra de les emmener jusqu'au bout. Je crois qu'on a cette vision qui est assez claire. On a quelque chose comme 3 fois plus d'emplois dans la mobilité que dans l'industrie à cause d'un effet cascade des sous-traitants et des compétences qui sont nécessaires. Et ça, c'est un élément qui n'est pas souvent rappelé. Donc un potentiel de croissance quasiment d'un facteur 13 en termes de génération de valeur pour l'État sur la filière. Et puis je peux continuer s'il y a besoin. Vous voulez dire que si on se projette dans le futur, le président de France Hydrogène, ça serait l'homme qui valait 13 milliards, c'est ça ? Et je pense qu'il vaut déjà 13 milliards, mais que si dans l'avenir on décidait de le valoriser sur les marchés, oui, on pourrait en tirer décidément 13 milliards. Petite référence aux gens qui regardaient la télévision dans les années 80, j'imagine. C'est ça. Merci pour ces rappels sur BDO. Donc effectivement, après la question qui se pose, c'est comment au sein de cette filière, et c'est la question qui se pose pour d'autres pays, c'est comment on peut faire émerger ou faire décoller des champions. Oui, c'est une très bonne remarque. Un des principes en économie, c'est de considérer que la compétition permet de générer plus de valeur pour les consommateurs finaux. Pourquoi ? Parce que la compétition entre les entreprises va permettre de faire baisser les coûts, va permettre de créer plus de fonctionnalités, plus de valeur ajoutée pour les acheteurs. Bien évidemment, dans le cadre d'une compétition saine, ce qui est toujours quelque chose de compliqué à démontrer. Les économistes travaillent aussi dans des environnements théoriques. Dans des environnements pratiques, on sait qu'il peut y avoir des distorsions de la concurrence, des distorsions de l'accès à l'information, des soutiens plus ou moins directs ou indirects. Et donc, la question d'un champion se pose. La compétition est bonne à partir du moment où son périmètre a été clairement défini. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des limites de plus en plus floues sur dans quel cadre une compétition saine peut s'appliquer. Je vais prendre un exemple. Enfin, un banc de sardines n'a jamais fait une baleine. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que aujourd'hui, en Europe, vous avez énormément d'acteurs, énormément de pays qui essayent chacun de développer leurs solutions, à juste titre, parce qu'ils ont pris leur courage à deux mains, ils ont vu une opportunité, ils se sont dit « je vais être entrepreneur, je vais développer quelque chose ». Si on a réussi à gagner la bataille de l'opinion, je dirais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hydrogène est un sujet reconnu, essentiel pour la transition énergétique, pour des industries qu'on ne peut pas décarboner autrement, donc c'est une des solutions dont on a besoin. La question est, est-ce que ce sont réellement des entreprises européennes qui réussiront à en tirer les bénéfices ? Et donc, à un moment, si on a trop de petits acteurs européens, ils ne seront jamais en mesure d'acquérir une taille suffisamment importante pour être des vrais compétiteurs au niveau mondial. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est très bien décrit dans les rapports sur la compétitivité européenne que je vous invite à lire, même si certains font plus de 400 pages. Le sujet donc, c'est d'arriver à créer un environnement suffisamment protégé pour que des entreprises européennes puissent émerger à une taille mondiale. Et donc, il y a véritablement la notion d'arriver à créer un bassin privé, un cadre fermé, une union des marchés. On a eu des réflexions un peu plus tôt dans l'après-midi sur les coûts d'homologation des véhicules dans les pays étrangers. Eh bien, ces coûts, additionnés les uns avec les autres pour adresser à chaque fois un nouveau marché européen, sont beaucoup plus compliqués pour des acteurs chinois ou américains qui bénéficient d'entrée de jeu d'un marché intérieur très important. Donc, un des gros atouts de l'Europe, c'est de bénéficier d'un marché intérieur extrêmement important, le plus important au monde, mais pas protégé et pas homogénéisé. Et donc, pour moi, la clé de la compétitivité, et particulièrement dans le domaine de l'hydrogène, c'est d'arriver à faire en sorte que dans cette période compliquée où il va y avoir des consolidations, des restructurations, certains acteurs vont devoir s'allier, d'autres vont connaître des difficultés, ça peut être aussi une opportunité de penser les alliances, les rachats, je ne sais pas comment le dire, dans la perspective de l'émergence de champions européens. Et je pense qu'aujourd'hui, cette dimension n'est pas suffisamment prise en compte au niveau des pouvoirs publics nationaux comme internationaux. Ce sont des éléments de long terme, donc je ne prétends pas que ce sont des solutions à court terme, mais si on ne vise pas au moins cette direction, eh bien on se retrouvera dans le cas qu'on a connu sur le photovoltaïque, les batteries, voire l'automobile, avec des compétiteurs trop tard, trop petits face à une déferlante internationale.
Olivier Dez, vu de chez HRS, pour devenir une grosse sardine et peut-être plus gros encore, quel levier il faudrait pouvoir actionner? Pour nous, oui. Aujourd'hui, c'est un enjeu. C'est comment gérer justement cette croissance dans ce marché qui est international et qui est déjà quand même compétitif. On le voit sur la station, il y a déjà un nombre d'acteurs non négligeable. On est un peu moins une petite dizaine, sans parler justement de la compétition qui va arriver de l'étranger, parce que ça, on le sait, et on le voit déjà plutôt dans la partie production, où on a déjà des acteurs étrangers qui répondent à des appels d'offres en Europe. Donc, on sait très bien qu'il y a cette compétitivité. Et aujourd'hui, justement, il faut arriver à se préparer justement à ce futur. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a mis ce plan pour anticiper la transformation et être prêt demain à un marché plus grand. Et aussi, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, on commence à aller à l'international pour faire nos armes et pouvoir demain, quand ça va accélérer plus fort, répondre pas seulement en France, mais en Europe et ailleurs si possible. Très bien, on a un petit peu de temps avant l'arrivée de notre grand témoin. Est-ce qu'il y a dans la salle qui souhaite poser des questions, que ce soit à Jean-Baptiste Mossa, Olivier Dez ou nos amis de la filière régionale? Pas de candidat pour l'instant. Est-ce que, Rémi, vous êtes forcément ouvert à l'arrivée de nouveaux acteurs sur votre zone? Bien sûr, on a encore un peu de place disponible et on est bien sûr, on accueillera toute entreprise de la filière qui serait intéressée. On a encore un peu de place juste à proximité de la station de live, donc s'il y a des besoins, on est prêt à y répondre. 45 hectares, c'est quand même une belle surface, hein? Oui, c'est une belle surface et avec une bonne partie de terrain qui étaient pollués et qui sont encore pollués aujourd'hui. Donc ça fait un bon travail de préparation avant d'installer les entreprises. Ouais. Corentin Bonnefoy, sur la prochaine étude, vous allez mettre le PIB pour qu'on puisse comparer? L'intégration du PIB, c'est une étude relativement complexe. Donc, je pense qu'ils ont dû avoir beaucoup de travail et il faut travailler directement avec les entreprises pour analyser justement la création de valeur ajoutée. Ça pourrait être une piste de travail, tout comme le calcul des emplois indirects. Mais pour y arriver, il faut interroger directement les entreprises et il faut faire un véritable travail de terrain. Et c'est un travail qui pourrait être mené à terme, mais c'est un travail qui est véritablement ambitieux à l'échelle régionale et même à l'échelle nationale encore plus. J'aimerais qu'on termine sur la formation, parce que c'est quand même quelque chose d'important et c'est quelque chose que vous faites d'ailleurs chez vous, chez HRS. Oui, le capital humain est très, très important dans ces entreprises. Hein. On parle beaucoup d'industrialisation, d'automatisation, mais quand on fabrique des stations, il y a beaucoup d'opérations manuelles. Parce qu'on va assembler des composants, on va faire des tuyaux, on va installer sur les sites de nos clients. Et donc ça, c'est une partie très importante et ça ne peut pas être complètement automatisé. Donc oui, on a mis en place de la formation parce que c'est aussi des métiers qu'on utilise, la tuyauterie industrielle, les métiers très techniques, où on a besoin de former des gens et de former sur des métiers qui sont plus forcément des métiers où on trouve des gens qualifiés et disponibles sur le marché. Donc c'est un enjeu. Je pense que c'est un enjeu pour toute la filière et encore plus quand on est dans des nouveaux marchés, des nouvelles filières. La formation est qui de plus à même de former ses propres employés quand on a la possibilité et de pouvoir, c'est ce qu'on fait chez HRS depuis le début, de pouvoir former les jeunes par les anciens qui sont là et qui ont l'expérience, parce que c'est bien le théorique, mais c'est des fois l'expérience vaut bien plus que toutes les écoles qu'on peut faire. Formation, emploi, sur ce thème, Jean-Baptiste Mossa, France Hydrogène a fait moult études. Oui, complètement, merci. Alors, je rejoins complètement ce que disait Olivier. On est sur des métiers techniques qui nécessitent il y a des connaissances théoriques et l'apprentissage de gestes aussi. Et il y a une vraie complémentarité pratique-étude.
Pour ceux qui ne le sauraient pas, je rappelle qu'il y a un guide emploi-formation édité par France Hydrogène et Concile Média, dont le numéro vient de sortir d'ailleurs. On y retrouve des fiches métiers, on y retrouve l'ensemble des formations à différents niveaux d'études, pré-bac, post-bac, etc. Je vous rejoins dans le sens où on est sur une filière mouvante. Les besoins en formation, ils s'expriment en avance, bien évidemment. Et ils nécessitent de mettre en place les formations avec les universités, les écoles, les régions qui accompagnent également. Donc c'est un exercice un peu d'équilibriste pour à la fois définir les profils types, les métiers types, pour ensuite susciter l'intérêt et l'attractivité de ces filières. Et je trouve que le travail qui est fait par les régions à ce niveau et tout ce qu'on peut trouver comme information dans le guide, y contribue grandement. Et à nouveau, au regard de la fluidité de la filière, c'est sans doute plus intéressant d'avoir des formations encore un petit peu génériques, de façon à permettre de réallouer des experts de la pile vers les électrolyseurs, des gaz sous pression plus que de l'hydrogène tout court. Enfin voilà, il y a une certaine flexibilité à garder parce que depuis plus de 12 ans que je suis dans cette filière, je l'ai vu énormément évoluer au niveau des usages et des équipements. Très bien, merci messieurs. On arrive au terme de cette dernière table ronde des JH2T. Merci à vous.